Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, il est 20h à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité en France au lendemain de la nomination du Premier ministre Édouard Philippe. On attendait l'annonce des noms des ministres aujourd'hui. Finalement, le gouvernement ne sera constitué que demain à 13h, heure française. Raison invoquée, la vérification de la situation fiscale des futurs membres de l'équipe. Donald Trump, une nouvelle fois dans la tourmente après les révélations du Washington Post. Selon le quotidien, le président américain a divulgué des informations classées défense sur une opération préparée par le groupe État islamique au ministre russe des Affaires étrangères. J'ai le droit, a répondu Donald Trump sur Twitter. Le président américain dit s'être contenté de partager des faits sur le terrorisme. Enfin, ce matin, Emmanuel Macron avec les membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique. Le président français a réaffirmé son soutien total à la candidature de Paris pour les JO de 2024. Le chef de l'État pourrait même aller à Lima le 13 septembre. On y reviendra dans ce journal avec Benoît Perrochet. On commence avec la politique française au lendemain de la nomination du Premier ministre Édouard Philippe. On attendait l'annonce des noms des ministres aujourd'hui. Finalement, le gouvernement ne sera constitué que demain à 13h. La raison invoquée, la vérification de la situation fiscale des futurs membres de l'équipe au gouvernement. Karina Chabour était à l'Élysée cet après-midi. Elle nous en dit plus. En reportant l'annonce de la constitution de son gouvernement, l'Élysée affiche ostensiblement sa prudence. Il laisse davantage de temps à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour passer au crible la situation fiscale des futurs ministrables. Pas question de réitérer un cas Thévenoud ou un cas Cahuzac qui avait entaché le début du quinquennat de François Hollande. D'autant qu'un tiers du futur gouvernement sera issu de la société civile et que des possibles conflits d'intérêts pourraient émerger. Le chef de l'État se veut exemplaire sur sa question de probité, sans doute pour se distinguer de ses prédécesseurs, mais aussi sans doute pour se donner du temps pour trouver ce subtil équilibre politique, ni de droite ni de gauche. On le sait, les discussions sont compliquées avec son Premier ministre de droite qui cherche à placer des gens au sein de son gouvernement. Et dans une équipe resserrée de 15 ministres, eh bien, il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde. Il en a fait l'un des fers de lance de sa campagne. Elle sera la première loi du quinquennat, une loi sur la moralisation de la vie publique. Après les affaires Cahuzac et Fillon, Emmanuel Macron a promis d'assainir les pratiques des dirigeants politiques. Une loi fondatrice qui sera rapidement présentée en Conseil des ministres avant même les élections législatives. Alors que propose le nouveau président? Est-ce efficace? On en parle tout de suite avec Delphine Meillet, avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, 75% des Français pensent que les élus, les dirigeants politiques sont plutôt corrompus, selon le baromètre Cevipof. Donc cette loi est nécessaire aujourd'hui? Oui, il me semble que cette loi est nécessaire. Il se trouve que plusieurs lois et plusieurs dispositions ont été prises sous le quinquennat de François Hollande, à savoir la loi Sapin 2 et une loi en 2013 sur la transparence de la vie publique. Il y a également la création de la haute autorité de la transparence de la vie politique. Voilà, qui vérifie l'état fiscal, les patrimoines des élus. Exactement, dirigé par Jean-Louis Nadal, qui est procureur près la Cour de cassation, qui est tout sauf quelqu'un prétendu laxiste. Et il y a également les déclarations de patrimoine, tout ça a été prévu sous François Hollande. Mais Emmanuel Macron veut aller beaucoup plus loin. Il va plus loin. D'abord, il voudrait faire en sorte qu'il y ait une interdiction des emplois familiaux à l'Assemblée et au Sénat. Donc ça, évidemment, ça directement conséquence directe de l'affaire Fillon, mais il y aurait quoi, une soixantaine de parlementaires qui ont peut-être justement employé un enfant ou leur femme, donc ça va bousculer. Oui, il y a aujourd'hui un parlementaire sur 6 qui emploie un membre de sa famille, donc ça fait beaucoup de monde. Emmanuel Macron prévoit des mesures choc, à savoir l'interdiction d'avoir recours à des membres de sa famille. Également l'interdiction d'avoir recours à un emploi privé. Ça, un c'est l'autre volet. Privé, exactement. Donc ça veut dire que ça ne pourra pas être retoqué au Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'entreprendre, parce qu'on sait que là aussi, il faut trouver le bon curseur sur cette effectivement, transparence. Ce fut le cas. Manuel Valls avait fait cette proposition qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Là, si elle est présentée autrement, peut-être passera-t-elle, étant donné qu'on est dans des dispositions différentes.
Et différente, c'est-à-dire qu'on risque de limiter le revenu privé lorsqu'on est un parlementaire, peut-être, plutôt que de l'interdire totalement? Et ça pourrait être limité, ça pourrait être interdit. Toutes les options sont possibles. Peut-être que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer cette fois-ci. Et pourquoi ne le retoquerait pas cette fois-ci? Alors, si c'est présenté autrement, si les mesures sont éventuellement flexibles, il est possible de retoquer, enfin d'adopter cette loi. Alors, l'autre disposition, c'est 3 mandats maximum. Alors ça aussi, ça serait une rupture, puisque lorsqu'on regarde les derniers, 149 parlementaires sortants ont effectué plus de 3 mandats successifs. Oui, alors c'est 3 mandats successifs, donc on a la possibilité de faire une pause, puis à nouveau de se présenter. Donc ça implique qu'aujourd'hui, la politique ad vitam aeternam n'est plus acceptée par le gouvernement Macron, par la politique Macron. Maintenant, est-ce que cette disposition passera? Puisqu'en fait, les parlementaires vont s'auto-sanctionner. Est-ce que ça passera? Ça, l'avenir nous le dira. Alors justement, pourquoi ça ne passerait pas? Parce qu'eux, ils seraient opposés. Aujourd'hui, il y a une opinion publique qui va fortement, justement, en faveur de ce type de loi. Oui, mais il faut savoir que les parlementaires vont voter pour se limiter eux-mêmes dans les mandats qu'ils auront la possibilité d'avoir devant eux sur leur avenir politique. Donc c'est un choix qu'ils vont faire. Si la majorité est pro-Macron, eh bien cette loi passera. Est-ce que c'est une bonne mesure que justement celle de limiter le nombre de mandats successifs? Comment ça se passe ailleurs? Alors ailleurs, il n'y a à mon sens pas de limitation. Pas de limitation, mais ailleurs, et notamment en Suède, il y a une transparence de la vie politique qui est absolument extraordinaire, car tout citoyen peut demander tout justificatif à un parlementaire, à savoir ses déclarations fiscales, ses dépenses lors d'un voyage. On va vers plus de transparence en France. Dans certains autres pays, on est déjà dans beaucoup plus de transparence. Dans les pays scandinaves, oui. En l'occurrence. Finalement, ces garde-fous sont-ils efficaces? Est-ce qu'il n'y aura plus jamais d'affaire Cahuzac, plus jamais d'affaire Fillon? Disons qu'on se prémunit, on tente... Ce sont des garde-fous vraiment? On prend des dispositions en amont pour tenter qu'il y en ait moins. Il faut savoir que sous le gouvernement Hollande, sous le quinquennat Hollande, il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu une série noire de Cahuzac, Thévenoud, Leroux, Yamina Benguigui, et j'en passe. Il y a beaucoup de monde qui a été rattrapé par des affaires et qui a dû quitter le gouvernement dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Où place-t-on le curseur justement entre cette volonté de transparence et puis finalement la liberté d'entreprendre également et la liberté tout court? Alors, ce que je comprends de la politique et de l'esprit Macron, il veut placer les hommes politiques dans des situations d'exemplarité. On veut en faire des exemples totalement irréprochables et éviter le cumul des rémunérations, le cumul des fonctions. Donc le curseur est placé là où Emmanuel Macron l'estimera juste, mais je pense que moins il y aura de cumul et plus ça fera sens. Merci beaucoup Delphine Meillet d'avoir été avec nous ce soir, avocat au barreau de Paris. Emmanuel Macron a également rencontré à Paris ce soir. Il rencontre à Paris ce soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il se voit en ce moment même. Le président français va en profiter pour réaffirmer l'engagement de la France aux Nations Unies. Direction Washington où Donald Trump a reçu à la Maison Blanche, Recep Tayyip Erdogan pour la première fois dans un contexte tendu depuis la livraison d'armes par le président américain aux milices kurdes syriennes, les YPG. La discussion sera longue et difficile, avait annoncé Donald Trump. Recep Tayyip Erdogan l'a réitéré, il n'acceptera jamais le soutien aux miliciens kurdes de Syrie. La relation entre les deux pays a rarement été plus mauvaise. Je vous propose d'écouter le président turc. Il va être très important pour nous de former une coopération forte dans la lutte contre le terrorisme, principalement contre le groupe État islamique et toutes les autres organisations terroristes dans la région. Nous sommes déterminés à combattre toutes les formes de terrorisme qui représentent une menace claire et immédiate à notre futur. Et cette rencontre a lieu alors que Donald Trump est une nouvelle fois dans la tourmente après les révélations du Washington Post. Selon le quotidien, le président américain a divulgué des informations classées secret défense sur une opération préparée par le groupe État islamique au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de leur entrevue à la Maison-Blanche. « J'ai le droit », a répondu Donald Trump sur Twitter. Le président américain dit s'être contenté de partager des faits sur le terrorisme et la sécurité avec Moscou. Kim Vodin. Il se serait vanté d'avoir d'excellents renseignements.
Donald Trump est aujourd'hui accusé d'avoir été trop bavard avec le chef de la diplomatie russe. Sur Twitter, le président américain s'en défend. Il revendique son droit de partager des informations avec qui il veut. En tant que président, je voulais partager avec la Russie, comme j'ai parfaitement le droit de le faire, des faits liés au terrorisme, à la sécurité aérienne et à des raisons humanitaires. Je veux aussi que la Russie intensifie grandement sa lutte contre l'État islamique et le terrorisme. Selon le Washington Post, le président américain aurait révélé à Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, des informations classifiées que lui aurait fournies un partenaire sur une menace liée à l'organisation État islamique. La Maison-Blanche et la Russie ont dans la foulée démenti, mais la polémique, elle, est déjà bien installée. Côté démocrate comme côté républicain, on dénonce des révélations dangereuses et inquiétantes. Le chef de file des démocrates au Sénat demande, lui, la retranscription de la rencontre. Même si le président américain a le pouvoir de déclassifier une information, cette divulgation pourrait compromettre la source qui a fourni le renseignement et plus largement compliquer les futures relations en matière d'espionnage. Cette affaire intervient alors que plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer une éventuelle ingérence de la Russie dans la campagne de Donald Trump. Des investigations que menait notamment James Comey avant d'être renvoyé la semaine dernière de son poste de directeur du FBI par le président américain. En Iran, à 3 jours des élections présidentielles, nouvelle défection d'une candidature, celle cette fois du premier vice-président iranien, Eshaq Jahangiri. Il apporte finalement son soutien au président Hassan Rouhani, candidat à sa propre succession. Le premier vice-président avait décidé de se porter candidat en raison des inquiétudes des soutiens du président sortant qui craignait qu'il ne soit disqualifié par le Conseil des gardiens de la Constitution, contrôlé par les conservateurs et donc hostile à Rouhani. En Côte d'Ivoire, les soldats mutins ont cessé leur mouvement après la conclusion d'un accord avec le gouvernement. Ils ont semé le trouble dans le pays pendant 4 jours pour le paiement de primes. À Abidjan et à Bouaké, c'est le retour à la normale. David Gilbert. C'est fini. Allez-y. C'est fini, ils sont bons, on est là. Début de retour à la normale à Bouaké. La police reprend le contrôle des routes d'accès de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, dont elle avait été chassée vendredi. Les soldats mutins qui s'en étaient alors emparés s'affichent aux côtés des policiers et expriment leur satisfaction. Nous sommes satisfaits. On a su comme nos collègues, nous allons rentrer en caserne. On a déjà libéré le corridor. Comme vous voyez, nous avons avec nos collègues policiers. On va chercher à rentrer en caserne. C'est là-bas que notre place, c'est pas ici. L'état-major général des armées. Le ministre de la Défense avait en effet confirmé lundi soir l'existence d'un accord. Les termes exacts restent secrets, mais on évoque la somme de 7 millions de francs CFA, soit 10 500 € de reliquats de primes payés à chacun des mutins, soit le reste des sommes exigées lors d'un premier soulèvement en janvier. À Abidjan comme à Bouaké, les rebelles ont regagné les casernes et les commerces et les banques ont commencé à rouvrir mardi matin. Mais certains habitants restent méfiants après cette annonce. Il y a beaucoup de soulèvements. Les gens nous ont toujours dit qu'il y a eu des accords, Et à chaque fois, les mutins ne font que se soulever. Et nous sommes fatigués de cette situation. D'autant qu'on ne sait pas si les 8400 soldats de ce mouvement sans réel leadership accepteront tous cet accord. Et le fruit de leur action pourrait donner des idées à d'autres franges de l'armée, voire à d'autres secteurs de la population. Pour terminer, la 70e édition du Festival de Cannes démarre demain sur la Croisette, un festival sous très haute sécurité cette année. À J-1, les préparatifs ultimes s'activent. Les policiers défilent déjà sur la Croisette. Plus de 500 caméras de surveillance ont été installées. À Cannes, tout est fait pour assurer la population à l'approche du festival de cinéma. La ville mise cette année sur un dispositif de sécurité renforcé, le plus dense de France. Moi, je me sens en sécurité. C'est vrai que Cannes, après, c'est une ville où il y a beaucoup de policiers, beaucoup de caméras, Oui, le système de sécurité est bon, je pense. Selon les autorités, le festival de Cannes pourrait être une cible des terroristes. Outre les caméras de surveillance, la police prévoit des fouilles systématiques ou encore la présence de citoyens vigilants qui se fondront dans le paysage. On fait vraiment à Cannes une lutte contre tout ça. Il y a eu beaucoup d'économies de fait. Mais s'il y a bien un secteur sur lequel on ne regarde pas sur les économies, c'est la sécurité. L'an dernier, un seul incident notable a été déploré pendant le festival de Cannes.
20h15 à Paris, l'heure du rappel des titres avec à la une de l'actualité en France. Au lendemain de la nomination du Premier ministre Édouard Philippe, on attendait l'annonce des noms des ministres. Et bien finalement, le gouvernement ne sera constitué que demain à 13h. La raison invoquée, vérification de la situation fiscale des futurs membres de l'équipe. Donald Trump a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour la première fois. C'était dans un contexte tendu depuis la livraison d'armes par le président américain aux milices kurdes syriennes YPG. Le président turc l'a réitéré, il n'acceptera jamais le soutien aux miliciens kurdes de Syrie. Enfin, ce matin, Emmanuel Macron a pris un petit déjeuner à l'Élysée avec les membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique. Le président français a réaffirmé son soutien total à la candidature de Paris pour les JO de 2024. Le chef de l'État pourrait même aller à Lima le 13 septembre. On y reviendra dans ce journal avec Benoît Perrochet. Journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Et l'inflation qui atteint un sommet depuis 2013 ou au Royaume-Uni, pas partout. Évidemment, oui, au Royaume-Uni, puisque la livre sterling dégringole depuis le Brexit.